Prologue. 13 août 2050, Londres, Angleterre. Au centre de l'immense écran qui recouvre le mur, l'enfant apparaît. Elle est très pâle, ses prunelles sombres sans éclat et l'expression qui lui bord le visage sont trop graves pour être celles d'une petite fille de 8 ans. Et pourtant, Madeleine a bien 8 ans. Elle les aura pour l'éternité. Son image est un peu altérée par les crachotements sur l'écran, comme si la barrière entre eux, elle et ceux qui la regardent menaçait de se refermer à tout moment. L'assistance, composée d'une dizaine de personnes, assise devant un pupitre allant d'un bout à l'autre de la pièce, a les yeux rivés sur l'enfant. Au centre de cette même assemblée se tient un homme vêtu d'une tenue de magistrat, surmonté d'une épitoge garnie de rangs d'hermine. Il est l'élément essentiel de cette réunion, celui qui dirige l'ensemble. « Comment te portes-tu à présent, Madeleine? » demande-t-il. « Maddy, rectifie-t-elle d'une petite voix. « Je vais bien. Les gardiens s'occupent de moi. »« D'accord, Maddy. Peux-tu nous dire ce qui s'est passé ce fameux jour? » Les traits de l'enfant se tendent, ses lèvres se tordent en une grimace, mélange de colère et de peur. Se remémorer le moment le plus atroce de son existence n'est pas chose facile. « J'ai quitté l'école pour rentrer chez moi. Ma maman m'a autorisée parce que la maison est tout près. D'abord, avec ma copine Anna, on a marché jusqu'à l'arrêt du bus, et après, on s'est séparés, comme elle habite dans une autre rue que la mienne. Moi, j'ai tourné à gauche, juste après le lampadaire. « Mountjoy Street? » La petite fille se contente d'acquiescer tout doucement, tout en reniflant. J'ai marché un peu et, à la moitié du chemin, une voiture est arrivée derrière moi. Je me suis poussée sur le côté pour pas la gêner, comme ma maman m'a appris, mais au lieu de continuer, elle a ralenti à mon niveau. Alors j'ai tourné la tête pour voir ce qui c'était. Le monsieur en volant m'a souri. Le connaissais-tu? Non. Que voulait-il? Il m'a dit qu'il était perdu, qu'il cherchait une maison. C'était dans la rue où j'habitais, alors je lui ai expliqué où il devait aller. Il m'a dit d'accord, et puis il m'a demandé où j'allais. J'ai répondu que j'allais vers les mêmes maisons. Alors il m'a proposé de me déposer et que, comme ça, j'aurais pas à continuer à marcher. Que lui as-tu répondu? Mon sac était lourd et j'avais froid. Tu as dit oui, s'enquiert une autre personne de l'assistance affublée d'une tenue identique à celle de l'interlocuteur principal de l'enfant. Maddy baisse la tête, comme honteuse. Ce n'est qu'au bout d'une poignée de secondes qu'elle se décide à reprendre la parole. Oui, répond-elle. Un silence lourd retombe. Tous les gens présents dans la pièce reportent leur regard sur l'homme au centre de l'assemblée, le juge Martin. Il reste concentré sur la fillette qui, à l'écran, sanglote désormais. Maddy, nous avons bien conscience qu'il est difficile pour toi de revenir sur ce moment, mais nous avons besoin de savoir ce qui est arrivé après. Tu comprends? Elle acquiesce, puis essuie négligemment ses yeux. Je suis montée dans la voiture, sur le siège à côté du monsieur. Il m'a frappé au visage sans raison. Je me suis mise à pleurer très fort et j'ai essayé d'ouvrir la portière pour m'échapper, mais elle était verrouillée et ensuite le monsieur a remonté le son de l'autoradio. Que s'est-il passé après? Il a fait demi-tour et nous sommes allés dans la forêt de Rosny. Là-bas, le monsieur m'a forcé à sortir de la voiture et m'a tiré vers de gros arbres. Je me souviens, ça faisait comme des barreaux de prison autour de nous. Il m'a jeté par terre. Je suis tombée sur le dos et j'ai crié parce qu'il y avait des racines et que j'ai eu très mal et... La voix de l'enfant s'ébranle à nouveau, ses épaules secouées de tressaillements. L'ambiance dans la pièce s'alourdit un peu plus tandis que chaque personne de l'assistance, se remémore ce qu'il est advenu de cette fillette. Elle avait fait la une de la presse, écrite comme télévisée, à l'époque. Madeleine avait 8 ans le jour de sa mort. 8 ans le jour où un inconnu avait décidé de lui voler son innocence avant de lui arracher la vie 3 ans plus tôt. « Maddy, dit doucement le juge Martin, tu n'es pas obligé de tout nous raconter si c'est trop douloureux pour toi. Tu nous as dit l'essentiel de ce qui t'est arrivé et nous t'en remercions. Mais comme nous te l'avons expliqué à l'ouverture de cette communication entre ton monde et le nôtre, il ne nous a pas été possible de découvrir l'identité de ton assassin. C'est pourquoi nous faisons appel à toi, car ton dossier est sur le point d'être fermé, puisque toutes les pistes concernant ton affaire ont été explorées sans aboutir nulle part. À présent, tu es la seule à pouvoir permettre sa résolution. Nous n'avons besoin que d'une chose, dans ce tribunal, pour valider ton témoignage et te donner les moyens de trouver enfin la paix. » L'enfant relève la tête. Ses prunelles noyées de larmes s'éclairent d'un nouvel éclat. Maddy regarde alors chacune des personnes entourant le juge Martin, une à une, avec une fixité qui en dit long sur ce qu'elle ressent au plus profond d'elle. « Peux-tu nous dire qui t'a fait ça? » reprend le juge.
La fillette ravale son sanglot et ses traits se durcissent, révélant son désir d'obtenir ce qu'elle n'avait jamais eu depuis son départ subit et violent. Alors elle lâche ce que le juge et ses collègues attendent d'elle pour qu'enfin justice soit faite sur la terre comme au ciel. Eddie Margell, c'est son nom! C'est lui qui m'a tué! Le juge hoche la tête, aussitôt imité par les autres membres de l'assistance. Merci, Maddy. Nous sommes désormais en mesure d'arrêter cet homme sur la base de ton témoignage et de lui infliger le sort qu'il mérite pour son crime. Tu vas ainsi pouvoir enfin réparer ton âme. En attendant que tu choisisses ta prochaine incarnation, repose en paix, mon enfant. Repose en paix, répète en chœur l'assistance. L'écran s'éteint, emportant avec lui l'image de cette petite fille qui, par-delà la mort, a compris qu'elle allait enfin être vengée. Karma. Article 1. Depuis la découverte d'une vie après la mort et l'instauration d'un canal juridique entre nos deux mondes, tout trépassé, s'il n'est pas encore entré dans le processus de réincarnation, qui aura été victime d'une mort causée volontairement par une tierce personne, est en droit de dévoiler l'identité de celle-ci si elle est demeurée inconnue de la justice humaine, afin d'obtenir que le coupable de ces faits soit puni comme la loi l'exige. Article 2. Toute personne vivante coupable d'un crime non élucidé sera condamnée sans délai de prescription si l'âme désincarnée de sa ou de ses victimes la désigne comme telle. Article 3. Désormais, dès lors qu'il atteint l'âge de 16 ans, tout individu devra obligatoirement se soumettre aux tests de régression ordonnés par l'État du pays dans lequel il demeure. Conformément à ces résultats, s'il est déclaré comme âme néfaste, il sera mis à l'écart de la société. Une expertise complète sera effectuée afin de déterminer s'il s'avère être une âme réintégrable ou non. S'il s'avère ne pas l'être, la peine de mort s'appliquera. Article 4. Tout refus de se soumettre au test de régression constituera une preuve que le contrevenant concerné a quelque chose à cacher et sera considéré comme un acte de trahison passible d'un emprisonnement, et les mêmes sanctions que dans l'article précédent s'appliqueront pour le contrevenant. Article 5. Toute personne aidant les contrevenants à se cacher pour échapper à la loi précédemment citée seront également punies des mêmes sanctions que dans l'article 3. Article 6. Seule la société Karma est habilitée à effectuer les régressions. Toute personne ou entreprise se prétendant autorisée à le faire sera passible d'une amende dont la somme sera fixée selon le cas de figure. Chapitre 1. 35 années plus tard, Dublin, Irlande. Une odeur de pain brûlé me chatouille les narines. J'esquisse une grimace, mais je garde les paupières closes. Je voudrais rester blotti dans les bras de Morphée pour ne pas avoir à affronter cette nouvelle journée qui est ce qui va avec, mais plus les secondes s'égrènent, plus l'odeur me dérange. J'émerge peu à peu et je prends conscience d'un bruit semblable à une respiration lente. Je n'y tiens plus, j'ouvre les yeux. Mon regard encore voilé par la fatigue se pose sur la porte béante de ma chambre. Ma mère, parfaitement immobile, l'épaule collée contre le chambranle, me fixe. « Salut, maman !» je lâche dans un bâillement sonore. Elle se décide enfin à avancer vers moi. L'expression qui barre son visage lui donne un air presque sévère. Habituellement, elle est toujours tellement souriante que cela me déconcerte. Pourtant, je ne devrais pas être si étonnée, je sais ce qui la préoccupe. « Il faut te lever, mon garçon, » me dit-elle en s'asseyant sur le bord de mon lit. Elle est inquiète pour moi. Hier, j'ai fêté mes 16 ans et nous savons tous les deux ce que ça signifie. Aujourd'hui, c'est le jour de la grande révélation. J'ai beau être le fils du président, je suis comme tous les autres adolescents du pays, je dois passer le test de régression, moi aussi. Celui qui m'apprendra qui j'étais dans mes précédentes incarnations. Je suppose que la différence pour moi se base sur le fait qu'il y a une pression supplémentaire sur mes épaules. Celle de ne pas échouer, si tant est que l'on puisse échouer à ce genre de test. En qualité d'enfant de dirigeant, je suis censé être modèle pour le peuple, alors forcément. Mon frère Connor, qui a 2 ans de plus que moi, a passé le sien sans problème. Quant à mon autre frère, Kellen, qui en a 3 de moins, il est encore trop jeune pour s'inquiéter à ce sujet. J'imagine qu'il n'y a vraiment que nos parents pour se miner. Après tout, ce n'est qu'un simple test. C'est juste un mauvais moment à passer. L'idée que l'on puisse, dans une précédente incarnation, avoir commis un ou plusieurs actes répréhensibles a de quoi rendre nerveux. D'autant qu'ils ne resteront pas impayés puisque la loi en vigueur exige qu'ils soient punis dans cette vie-ci. Si les faits sont graves, la personne testée sera définitivement exclue de notre société et ne reverra plus jamais sa famille. Elle deviendra un paria, une âme néfaste. Pour moi qui connais cette loi depuis que je suis né, je n'y vois pas d'inconvénient. Je trouve même que c'est une bonne loi. Elle permet de ne pas laisser les criminels bénéficier d'une impunité d'une vie à l'autre. Elle me donne confiance en l'avenir. Je considère ma mère en me mordillant nerveusement la lèvre inférieure parce que son stress est contagieux et je n'aime pas ça.
À quelle heure je suis censée passer mon test de régression? Je lui demande. Karma n'a pas encore appelé, mais ça devrait plus tarder. Ils peuvent te convoquer à n'importe quel moment. Dépêche-toi de t'habiller, je t'ai préparé ton petit déjeuner préféré, me répond-elle en se redressant. Je la suis du regard tandis qu'elle regagne la sortie. Mon petit déjeuner préféré, je songe, comme s'il s'agissait du dernier repas d'un condamné à mort. Si elle voulait me rassurer, elle ne s'y prend pas de la meilleure des manières, mais les choses iront mieux aussitôt que ce test sera derrière moi. Quand elle a disparu de mon champ de vision, je saute de mon lit et attrape mes vêtements posés sur le dossier de ma chaise de bureau. Un jean noir, un t-shirt à manches longues et une veste du même coloris. Je n'ai pas l'intention de me fatiguer à m'habiller comme certains pour ce grand jour. Un costume cravate ne me sera d'aucun secours si je découvre que j'ai été un monstre. Cette pensée m'arrache un sourire tant elle me paraît ridicule. Je file sous la douche pour un décrassage express. Ensuite, j'enfile mes habits et termine de me préparer avant de descendre dans la salle de séjour. Connor est installé à table, un plateau devant lui et un magazine sous les yeux. C'est tout juste s'il me prête attention quand j'entre. Je m'assois près de lui où m'attend un plateau identique au sien. Face à nous, l'écran TV qui couvre la moitié du mur fonctionne en sourdine. J'y jette à peine un regard, puis je me concentre sur mon petit déjeuner. Une tasse de thé, de laquelle s'échappe une volute de fumée et différents aliments frais. C'est en faisant le compte de ceux-ci que je réalise à quel point j'ai l'estomac un peu trop noué pour espérer avaler quoi que ce soit. Alors, Frangin, prêt à te plonger dans tes incanations les plus minables? Raille soudain Connor en me lançant une boulette de pain. Je l'attrape au vol et la lui renvoie dans un soupir. Je ferais certainement mieux que toi. Qu'est-ce que tu étais déjà? Ramasseur de purin dans l'Ouest américain profond, non? Je me moque. Ne sois pas si sûr de toi, Stéphane. Moi, je te vois bien clown d'enterrement sous Jules César. Ou mieux encore, Stercorarius. Qu'est-ce que tu dis de ça? Me raborde-t-il dans un ricanement. Je ne peux pas m'empêcher d'esquisser un sourire. Mon frère, qui adore avoir le nez dans les livres, a appris ce mot pas plus tard que la semaine dernière. L'idée d'avoir pu collecter des excréments à l'époque romaine pour les revendre comme fumier m'amuse, mais je ne crois vraiment pas avoir pu endosser ce genre de vie. Je me sens bien au-dessus de ça. Je suis néanmoins ravie de lui offrir l'occasion de pouvoir le ressortir au moins une fois dans une conversation. Notre mère entre au moment où je laisse tomber un carré de sucre dans mon thé. Elle dépose 2 tranches de pain grillé et beurré sur mon plateau en plus de tout ce qui s'y trouve déjà. Je n'arriverai jamais à avaler tout ça, maman. Fais un effort, c'est un jour spécial aujourd'hui. Ouais, spécial, je grommelle en m'emparant d'une des tartines sans grande conviction. Il a le trouillomètre à 0. Connor n'a qu'en partie raison. Si je suis un peu nerveux à l'idée de vivre quelque chose que je ne connais pas, franchir cette étape dans ma vie m'emplit d'une exaltation que je ne montre pas. C'est sans doute ce mélange d'enthousiasme et de fébrilité qui me retourne l'estomac, mais pour ne pas peiner notre mère, je me force à mordre dans la tartine. Un goût de beurre se répand dans ma bouche et je m'empresse d'avaler une gorgée de thé pour le dissoudre. Je pose ma main libre sur le bras de notre mère, qui reste plantée près de moi, visiblement encore plus tendue que je ne le suis moi-même. Tout va bien se passer. Ses lèvres s'étirent avec effort dans un sourire sans joie. Tu es un gentil garçon. Je suis sûre que tu l'étais également dans tes précédentes incarnations. Mais pourquoi t'inquiètes-tu autant pour moi, maman? Son sourire disparaît et ses lèvres ne se résument désormais plus qu'à un trait rosé au milieu d'une figure blafarde. Elle n'a jamais su dissimuler ses angoisses, contrairement à notre père. Lui a ses facultés de toujours prendre les choses du bon côté, même quand, en réalité, il est préoccupé par une situation. J'aurais tant voulu t'éviter d'avoir à subir les traumatismes de tes vies antérieures. Karma est tellement obsédée par la recherche des âmes néfastes qu'elle ne tient pas compte de ce que revivre ses précédentes incarnations peut engendrer sur le présent. Ces paroles me troublent. Je jette un regard à mon frère qui hausse les épaules d'un air désinvolte. Nos parents n'ont jamais fait grand cas de leur passage par la case régression, mais les mots de notre mère laissent à supposer qu'elle n'a pas forcément bien vécu cette période. Parler de ce sujet reste quelque chose de tabou dans notre société, même si les gens n'ont pas été de mauvaises âmes. Parce que dans la majorité des cas, les précédentes incarnations sont d'une banalité affligeante et que personne n'a envie de mettre en avant quelque chose d'ordinaire. Pour ma famille, c'est un peu différent. En tant que politicien, notre père a vu sa vie creusée à tous les niveaux par les médias, et ça vaut pour son épouse et ses enfants. Je crois que tout le monde a lu au moins une fois quelque part le résultat des tests de mes parents et de Connor. Je sais donc par avance qu'aujourd'hui, tous les objectifs vont être braqués sur moi. Comment se déroule le test de régression exactement? Je demande à ces derniers. Il dépose sa tasse vide et jette presque son magazine sur la table avant de se lever. Tu me l'as déjà demandé 1000 fois. Tu sais très bien que je n'ai pas le droit de t'en parler. Allez, tu peux bien m'expliquer un. Avant même que j'aie le temps d'ajouter un mot, notre mère presse mon épaule.
Lorsque je tourne la tête vers elle, elle prend mon visage entre ses mains. Sa peau est douce et chaude. Ses yeux d'un bleu pur plongeant dans les miens, d'un noir d'encre comme ceux de mon père. Fais juste ce qu'on te dit. Laisse-toi porter et ça se passera tout seul, d'accord? Je ne la quitte pas du regard et j'oublie Connor. Quand elle ôte enfin ses mains, je n'ai pas le courage de recommencer à poser des questions. D'accord, je me contente de répondre. Un silence lourd retombe sur la pièce, chargé d'une angoisse palpable. Un bip sonore retentit soudain. Nous braquons tous les yeux vers le téléviseur. Un encart s'affiche au milieu du programme en cours, signalant que la fonction téléphone s'est enclenchée. Vous avez un appel de la société Karma en attente. Je sens mon estomac se contracter un peu plus. Connor attrape la télécommande qui traîne sur la table et me l'attend. Bonne chance, petit frère, me lance-t-il avec un petit clin d'œil malicieux. Je vais juste me moucher, ça sera pas long. Chapitre 2. J'ouvre la portière alors que le chauffeur vient de se garer à quelques mètres à peine du bâtiment où se déroulent les tests de régression. Au sommet de celui-ci, au moins au 50e étage, se trouve le gigantesque logo de la société Karma qui luit d'une puissante lumière rouge. Il reste allumé ainsi en permanence. La nuit, il nimbe la ville de son aura comme s'il veillait sur elle. Assise à mes côtés, sur la banquette arrière de la limousine, ma mère n'a pas dit un mot depuis notre départ de la maison. Je ne la juge pas, je n'ai pas fait mieux. Ces 15 minutes de route seront sans doute le trajet le plus court et le plus long de ma vie. Tout le temps du voyage, je me suis efforcée de résister à la peur irraisonnée de ma mère qui tentait de s'infiltrer en moi pour me ronger de l'intérieur. Je suis confiant comme on l'est toujours quand on fait confiance à un organisme. Et Karma a toute ma confiance. Je n'ai aucune raison de m'inquiéter. Au moment où j'ouvre la portière, ma mère m'attrape par le bras. Je l'interroge du regard. Elle se penche vers moi, dépose un baiser sur ma joue. Je reviens te chercher dès que le test est terminé. Je n'ai pas pris mon téléphone. Ne t'inquiète pas. Le secrétariat de Karma me contactera lorsque tu auras fini. Dépêche-toi de rejoindre le bâtiment et surtout ne réponds à aucune question des journalistes. C'est bien compris? Je hoche la tête et je quitte le véhicule. La portière claque derrière moi et la voiture repart aussi vite qu'elle est arrivée. Je me mets alors en mode automatique comme j'ai appris à le faire depuis que je suis gamin et que mon père gouverne le pays. Il en est à son second mandat et lorsqu'il est devenu président, je n'avais que 6 ans. J'ai dû me forger une carapace pour me protéger de l'incursion permanente des médias dans ma vie et dans celle de ma famille. J'ai pour eux le plus profond des mépris, mais on ne peut pas attendre grand-chose de ce genre de parasite. Je trace mon chemin en fixant la route devant moi. Et le regard dans le vague et la tête bien droite, je fais abstraction des flashs des appareils photo des journalistes qui n'attendaient que ma venue pour les déclencher et j'ignore les questions qui commencent à fuser de tous les côtés. Stéphane O'Neill, c'est le grand jour aujourd'hui. Avez-vous peur? Qui pensez-vous avoir été? Votre père vous a-t-il accompagné dans cette épreuve? Toutes ces questions qui ont ponctué le chemin de mon frère 2 ans plus tôt et auxquelles il n'avait pas le droit de répondre, lui non plus. Sous aucun prétexte. Mais nos parents nous ont toujours formellement interdit de communiquer avec la presse sur quelque sujet que ce soit, ni avec nos amis ou l'environnement proche d'ailleurs. Autant dire que ça restreint de beaucoup le champ des confidences. Sur mon trajet, je sens des regards qui s'attardent sur moi. Des jeunes de mon âge, tantôt curieux, tantôt vindicatifs parce qu'être enfant de politicien implique de supporter la colère des gens dès lors que le chef de l'État prend des décisions qui ne plaisent pas toujours. Comme moi, ils viennent passer leurs tests. Certains d'entre eux fréquentent le même lycée que moi. Pourtant, je ne peux pas dire que j'en connaisse un en particulier. Ce ne sont que de vagues fréquentations. Je les croise au hasard de mes cours, dans les couloirs ou au réfectoire. De temps en temps, j'échange des banalités avec quelques-uns d'entre eux, mais je n'ai jamais cherché à approfondir mes relations avec aucun de mes camarades. Nous ne faisons pas partie du même monde et chacun se contente de rester de son côté de la barrière. Sans compter mon caractère qui me pousse à ne pas rechercher le contact. Je suis comme ça, je suis un solitaire, contrairement à mes 2 autres frères qui aiment aller au-devant d'autrui. Si mes parents respectent cet aspect de ma personnalité, je sais qu'ils ont parfois du mal à accepter que je mette tant de distance entre les gens et moi. D'après eux, ce comportement me vient d'une incarnation antérieure à la suite d'un traumatisme quelconque. Il a été démontré que de nombreuses phobies ou peurs dans nos existences actuelles provenaient d'anciennes existences et que le seul fait de les revivre permettait souvent d'en finir avec elles.
C'est possible, mais moi, je me dis qu'au lieu de toujours prendre ses précédentes vies comme prétexte à tous les maux, on devrait plutôt accepter comme on est dans le présent. Et je pense que vivre autrement qu'en troupeau n'est pas forcément incompatible avec le bonheur. C'est ma théorie, pas celle de mes parents. J'ai envie de me moucher encore. OK. Monsieur O'Neill, craignez-vous d'échouer à votre test de régression? Cette question me surprend à l'entrée du bâtiment. Échouer. Comment pourrais-je échouer à ce test? Cette pensée me tire un petit sourire tandis que mes yeux se posent et s'attardent sur l'homme qui vient de me le poser. Il en profite pour rapprocher son micro de mon visage, si près que pendant une poignée de secondes, j'ai l'impression qu'il cherche à m'étouffer avec. Je recule machinalement. Ne réponds à aucune question d'immédiat. La voix de ma mère surgit dans mon esprit et me remet les idées en place. Je repousse sans douceur le micro et son propriétaire, puis je gravis les 3 marches donnant sur la porte à tambour de l'immeuble de la société Karma. Je débouche dans le hall d'entrée, enfin libéré des journalistes cantonnés à l'extérieur. Je me sens presque perdue en pénétrant dans cette immense blanche du sol. En pénétrant dans cette immensité blanche du sol au plafond. Je regarde les gens qui s'y déplacent. Leurs silhouettes se reflètent sur le carrelage brillant. J'ai l'impression qu'ils glissent sur sa surface comme sur une patinoire géante. Les écrans, semblables à des banderoles, courent tout du long des parois et me donnent un sentiment de petitesse. Des films et messages publicitaires vantant les mérites et les différentes actions de la société dans le monde y sont diffusés en continu, tandis qu'une voix aux intonations légèrement métalliques, semblant provenir de partout à la fois, reprend les mêmes paroles en boucle, comme pour les graffer dans le cerveau de chaque arrivant. J'ai la migraine rien qu'à les entendre. Excusez. Karma, société dédiée à la découverte de votre passé. Grâce à Karma, retrouvez votre état mal état pur. Avec Karma, un monde sans âme néfaste. Je marque un arrêt pour laisser passer un groupe de personnes vêtues de blouses immaculées qui traversent le hall sans se préoccuper des adolescents qui, comme moi, s'entassent dans ce même lieu d'un air un peu apeuré. Je m'étais imaginé un endroit paisible, mais c'est tout l'inverse et mon mal de tête s'intensifie au fil de mes pas. Je focalise mon attention sur la banque centrale derrière laquelle s'affaire une dizaine d'hôtesses d'accueil habillées, elles aussi, de blanc et coiffées d'un chignon strict. Des files composées de jeunes se sont formées devant chacune d'elles. Je vais me placer dans la plus proche et j'attends mon tour en contemplant les écrans publicitaires pour m'occuper. Quand il arrive enfin, ma nervosité est à son comble. Bonjour, je dis en me plantant devant l'hôtesse. Excusez-moi, ça. Elle me jette à peine un regard et termine de pianoter sur le clavier devant elle. Nom, prénom, date et lieu de naissance, me demande-t-elle platement. Théophane O'Neill, né le... Elle relève les yeux et m'observe avec plus d'attention. Le fils du... Jacques, évidemment, le fils du président. Qui d'autre? Parfois, je suis content de dire mon nom. Il a des aspects pratiques et m'octroie de nombreux privilèges auxquels je suis habitué. D'autres fois, c'est tout l'inverse. Je le traîne comme un boulet. Dans ce cas de figure, je ne sais pas trop ce qu'il en est, mais je crois que je préférerais passer pour un ado banal, histoire de m'éviter tous ces regards sur moi qui sont, tous, sauf discrets. L'hôtesse semble le comprendre et se remet à tapoter sur son clavier. Date et lieu de naissance, reprend-elle. Le 11 mars 2069 à Dublin.